Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, merci Georges, monsieur l'administrateur, mes chers collègues, cher Armand, mesdames et messieurs. Donc, je suis très heureux de venir ici en l'honneur d'Armand. Et lorsque Georges et Michel m'ont demandé d'intervenir, la question qui arrive toujours, c'est « bon, je veux bien intervenir, mais qu'est-ce que l'on va raconter ?» Et en fait, le titre vient, si vous voulez, de deux anecdotes que j'ai vécues il y a relativement peu de temps au laboratoire. La première anecdote, c'est quand on demande, bon, dans ton labo, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je dis maintenant, on fait de la biologie fondamentale, puisque vous savez bien que la mode est à faire de l'appliqué. Et on me répond, mais je crois que tu faisais de l'évolution. Alors je lui dis, ben oui, mais entre évolution et biologie fondamentale, il y a beaucoup de rapports. La deuxième anecdote vient de cours, je vous en parlerai tout à l'heure dans quelques instants, mais de cours que je faisais à des Master 2 de physiciens mathématiciens qui voulaient s'initier à la biologie. Et je leur faisais un cours d'évolution systématique, phylogénie, etc. Et il y en a un qui me demande, mais bon, c'est très joli ce que vous dites là, mais en fait, à quoi ça sert? Est-ce que ça a des retombées, des explications sur la biologie de tous les jours? Alors, je suis resté un peu interdit parce que j'ai eu l'impression que j'avais déjà dit ça dans mon cours, et j'ai pris donc deux exemples que je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, si vous voulez, l'illustration de ce que je vais dire, c'est bien évidemment reprendre la phrase maîtresse de Dobzhansky que vous connaissez tous, mais je crois que cette phrase maîtresse qu'on l'on cite souvent sans trop l'appliquer prend un sens encore plus important si on la couple avec cette phrase de Jean Perrin qui est extrêmement significative. La science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple. Et j'aime cette phrase parce que dans l'esprit de Jean Perrin, bien évidemment, l'invisible simple, c'était les lois de la physique. Le visible compliqué, c'était la matière qu'il voyait. Et en fait, pour simplifier les choses, chez nous, l'invisible simple, c'est de l'histoire. C'est surtout de l'histoire, et c'est un petit peu ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Alors, les exemples que j'avais pris en réponse aux étudiants de physique dont je vous parlais tout à l'heure, j'avais fait exprès de prendre au point de vue anatomique des constats paradoxaux. Qu'est-ce que j'appelle des constats paradoxaux? C'est des caractéristiques que vous voyez, et si ça avait été un physicien qui avait fait une chose pareille, eh bien, je pense que le physicien aurait été renvoyé de la boîte immédiatement. Je prends deux exemples. Le premier exemple, tout bête. Imaginez qu'un physicien, un ingénieur, on demande de faire un robot et qu'on demande à un moment donné de mettre à quelque chose qui va tourner deux pièces parallèles, et qu'au repos, il les mette croisées et qu'il les mette parallèles lorsque c'est en action, eh bien, c'est quelque chose de paradoxal. Or, ici, vous savez que chez nous, chez de nombreux mammifères, le croisement du radius et du cubitus, en fait, prend son explication par une double rotation, la rotation du membre qui devient parasagittal et une autre rotation qui amène la main, les doigts vers l'avant. Et c'est ce double mouvement de rotation qui va entraîner au repos ce croisement du radius et du cubitus. Le deuxième exemple que j'avais pris également était le suivant. Imaginez que vous soyez ingénieur et qu'on vous demande de faire une pompe.
et que juste à la sortie de la pompe, là où la pression est la plus forte, vous mettez un tuyau à 180 degrés, eh bien, je pense que votre chef se poserait des questions. Or, c'est exactement ce qui arrive à notre système aortique. La crosse de l'aorte est juste au débouché du ventricule, et bien évidemment, cette crosse de l'aorte a son explication dans toute l'histoire évolutive démontrée par l'anatomie comparée des vertébrés. Et donc, je me suis posé la question suivante. Ces deux exemples-là que j'ai pris au niveau des vertébrés, entre parenthèses, j'étais content de prendre des exemples chez les vertébrés parce qu'a priori, dans le titre, on ne doit parler que de vertébrés, mais c'est fait. Eh bien, est-ce qu'on peut prendre cette même, j'allais dire, thématique, cette même manière de voir les choses en regardant ce qui se passe au niveau des génomes? Et la chose qui est intéressante, à mon sens, et là, c'est une discussion que j'avais avec Kevin Padian, c'est que quand vous regardez tout ce qui tourne autour de l'intelligent design maintenant, alors qu'à un moment donné, les créationnistes prenaient des exemples au niveau de l'anatomie comparée, de la paléontologie, du temps, etc., eh bien maintenant, ils commencent à s'intéresser au génome. Et vous savez qu'au niveau du génome, les deux éléments clés qu'ils considèrent comme des caractéristiques qui ne peuvent pas être construites par un processus biologique, entre guillemets, classique, eh bien, les deux grands systèmes classiques, c'est le flagelle bactérien et les protéases de la coagulation sanguine, qui ne pouvaient venir que d'ailleurs. Ce qui est particulièrement intéressant, le flagelle bactérien, je ne vais pas vous en parler parce que je n'ai pas le temps, mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, les protéases de la coagulation sanguine sont un exemple absolument merveilleux de ce qui se passe, pour reprendre le terme de Jacob, du bricolage de l'évolution. Vous avez ici, j'ai repris le merveilleux papier de Paty de 85. Ici, vous avez 5 protéases de la coagulation sanguine, et vous voyez que ces 5 protéases sont construites, ce sont les protéines qui sont là, sont construites à partir de 5 modules, C, K, G, F, et le module ici protéasique, enzymatique, qui est représenté par ce rectangle noir. Vous voyez que ces 5 protéases, et depuis on en a rajouté une d'ailleurs, sont construites à partir de ces 5 modules, avec possibilité de répétition, c'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, une algèbre des modules qui va, à partir de modules simples, comme un Lego, fabriquer des molécules qui sont toutes nouvelles. Naturellement, imaginez là, nous avons quelque chose de structural, et immédiatement, on imagine quelque chose de dynamique, quelque chose de fonctionnel, à savoir que, il y a eu des modules qui ont été répétés, des modules qui se sont accrochés, des modules qui ont bougé, c'est-à-dire que l'on part naturellement, immédiatement, dans ce concept qui est relativement, qui date maintenant une vingtaine d'années, mais qui est extrêmement important, de fluidité du génome. Le génome est une histoire que vous voyez par les familles multigéniques, que vous voyez par le brassage d'exons que l'on vient de voir. Mais bien évidemment, cette fluidité du génome, à un moment donné, on s'est quand même posé des questions parce que sur ce génome, certes, il y avait de l'ADN qui s'exprimait, mais il y avait une quantité d'ADN que l'on avait appelé à l'époque l'ADN poubelle. Alors là, voilà quelque chose de paradoxal. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez de l'ADN poubelle, et cet ADN poubelle a commencé à prendre son sens lorsqu'on s'est rendu compte que dans cet ADN de poubelle, il y avait une quantité de transposons. Ces transposons qui sont des entités dynamiques, des petits morceaux d'ADN qui bougent, qui quittent une partie du génome, qui vont s'intégrer dans une autre partie du génome, c'est-à-dire que vous avez une structure dynamique. Ces transposons peuvent être extrêmement importants au point de vue quantitatif, et ici vous avez sur ce tableau, vous voyez, d'une part classé par ordre de taille de génome, de Saccharomyces jusqu'à Vicia faba, vous avez la taille du génome et vous avez le pourcentage du génome en éléments transposables. Et vous voyez que nous nous trouvons dans une situation qui est quasiment que la moitié de notre génome est composée d'éléments transposables
et qu'au niveau de la veste, du maïs, etc., c'est quasiment 3/4 du génome qui sont composés d'éléments transposables. Au passage, j'attire votre attention sur le fait que les organismes dits modèles dans les laboratoires, comme Saccharomyces enterobitis, Drosophila, le fougou, sont justement les organismes qui ont peu d'éléments transposables, qui ont une réduction secondaire d'ailleurs de cet ADN appelé auparavant poubelle. Alors, ces transposons, quid de ces transposons? Ce qui est particulièrement étrange, c'est qu'à un moment donné, on va se rendre compte que ces transposons ne sont pas obligatoirement dans cet ADN dit poubelle, mais regardez les résultats obtenus après le séquençage du génome humain. Vous avez chez l'homme 27% des gènes qui présentent en amont ou en aval de leur séquence codante un élément transposable, et 4% des gènes présentent un élément transposable dans leur séquence codante. C'est-à-dire que non seulement ces éléments transposables vont faire la dynamique du génome, enfin, vont assurer une partie de la dynamique du génome, il faut être trop caricatural, mais d'autre part, ces éléments transposables vont prendre une partie significative de ce qui est transcrit, traduit, avec toutes les séquences régulatrices qui sont associées. Et comme explication par rapport à cette, pour prendre quelque chose, disons, d'analogue à ce que je vous avais donné tout à l'heure sur le croisement du radius et du cubitus, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que l'on appelle en immunologie la recombinaison VDJ, eh bien, va prendre, en comprenant les transposons, va prendre tout un sens. Alors, j'explique. Vous avez ici, de manière extrêmement schématique, ce qui se passe lorsqu'un transposon va quitter l'endroit où il est sur l'ADN, va s'intégrer ailleurs. Il va quitter parce qu'il va faire une boucle avec les deux séquences qui sont indiquées ici par les triangles noirs. Il va s'exciser et ensuite, il va y avoir réparation au niveau de l'ADN. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez au niveau de la lignée germinale tout le répertoire génétique que l'on a ici pour constituer les entités, les anticorps et la partie variable des anticorps qui va permettre de repérer les antigènes. Vous savez qu'au niveau de ces anticorps, vous avez une fabrication constante de cellules B, de cellules T, et que ces anticorps vont être fabriqués comment? En prenant quelques éléments clés parmi ici les différentes séquences que vous avez au niveau de ces segments V, de ces segments D, de ces segments J. Ici, voilà tout le répertoire, voilà ce que vous allez avoir au niveau d'une cellule particulière. Or, comment se produit cette sélection de ces différentes parties ici au niveau du répertoire? Vous avez le schéma qui est représenté ici. Vous voyez qu'en fait, voilà une partie verte ici, une partie bleue ici. Vous avez au pied de cette partie verte et de partie bleue ici des séquences qui vont s'apparier. Ces séquences vont s'apparier, vont faire une boucle, vont s'exciser, et après, il y a réparation de l'ADN entre ces deux séquences. Donc, si vous avez ici une partie noire qui est à ce niveau-ci, une partie blanche qui est à ce niveau-ci, vous voyez que vous enlevez, au niveau de cette boucle, vous enlevez tout ce qu'il y a entre les deux, et vous réduisez ici le répertoire, et vous avez un anticorps particulier qui se trouve généré. Vous pouvez remarquer que la manière dont se fait l'excision ici au niveau de ce répertoire est très proche de ce qui se passe au niveau de la transposition. Et en fait, ce que l'on va démontrer, c'est que ici, cette recombinaison VDJ, c'est en réalité ce que l'on peut appeler une domestication des transposons, c'est-à-dire que tout ce qui est important au point de vue immunitaire, eh bien, provient d'un élément dynamique qui était
contenus dans l'ADN poubelle et qui tout d'un coup se retrouvent ici domestiqués. Alors cette explication, pourquoi cette explication est importante? Eh bien parce que vous voyez qu'avec le pattern, on a une histoire évolutive, et ici, avec ces transposons, on a une dynamique, on a à la fois pattern et process, ce qui va entraîner la compréhension du système. Au niveau des prokaryotes, vous avez quelque chose qui est un petit peu du même tabac, j'allais dire, à savoir que si vous regardez maintenant ce qui va se passer lorsque vous comparez ce qui se passe au niveau de l'évolution des prokaryotes et au niveau de l'évolution des eucaryotes, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je prends cet exemple extrêmement rapidement. Comparons 3 souches d'Escherichia coli. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en fait, au niveau de ces 3 souches, vous avez en fait que 39% de gènes en commun. Par contre, si vous comparez différents Homo sapiens, vous aurez globalement 100% en commun. D'où vient ce qui n'est pas en commun? Eh bien, ce qui n'est pas en commun vient de transfert horizontal, c'est-à-dire quelque chose qui est amené par l'extérieur, et non pas quelque chose qui est obligatoirement légué par transfert vertical, à savoir donc par la reproduction. Il est étonnant de voir que tous les systèmes qui permettent les transferts horizontaux sont connus depuis bien longtemps, en 1915, 1928, 1951, les intégrons un petit peu plus récents, mais vous voyez que, en fait, ces transferts horizontaux vont amener le transfert de modules et c'est peut-être la nouveauté, des modules qui sont parfaitement intégrés. Ici, un exemple, vous voyez ici 2 prokaryotes, une archée et une bactérie, ici une cyano, ici une alloarchée, qui toutes les deux ont des vésicules de gaz dans leur cytoplasme, ce qui leur permet de flotter au niveau de la mer. Ces vésicules de gaz sont structurées parce que vous avez ici un module qui peut contenir jusqu'à 14 gènes qui permet de structurer ces molécules de gaz. Ce module, vous le trouvez au niveau des cyanos ou au niveau des archées, c'est-à-dire que ça a été un passage horizontal. Ce qui veut dire que maintenant, et ça c'est de la biologie fondamentale, vous voyez que lorsque vous regardez dans l'environnement des différentes bactéries, prendre des bactéries, vouloir les cultiver en laboratoire, c'est éliminer beaucoup de partenaires génétiques qui sont des phages, qui sont des plasmides, qui sont des intégrons, qui sont de l'ADN libre, alors que c'est toute cette communauté qui est à prendre en compte. Ce qui veut dire qu'au niveau de ces bactéries, certes, il y a des relations verticales que l'on peut modéliser par des arbres, mais il y a des relations horizontales entre les deux qui sont de plus en plus importantes à comprendre pour bien voir l'évolution du monde bactérien. Donc en fait, vous voyez cette fluidité du génome que j'ai tenté d'illustrer extrêmement rapidement avec génome eucaryote d'une part et génome prokaryote d'autre part. Ce bouleversement vient des techniques, des patterns et de la compréhension des patterns et de la compréhension des process. Je prends 1 minute, Georges, pour terminer quand même, pour faire un petit clin d'œil à Armand. Tout à l'heure, ce matin, Michel Laurin a bien parlé d'Armand qui faisait des conférences pour l'année Darwin. Bien évidemment, on parle des créationnistes, mais il me fallait absolument vous parler de cette dernière enquête d'Armand qui me paraît extrêmement importante. Il se trouve qu'Armand, effectivement, a tombé sur un livre pour lequel l'auteur n'était pas indiqué, il manquait une page, et vous voyez que c'est simplement sur l'apparition de la vie, et tout d'un coup, Armand bondit quand il voit que, il n'est pas absurde d'un mètre contre l'inanimé et le vivant, il y a une distance si grande qu'elle n'a pu être comblée que par l'intervention de Dieu. Donc c'est l'enquête qu'Armand a essayé de mener, recherche de l'auteur, et bien sûr, il y a une première impression, et cet auteur a été
il y a un portrait robot qui est sorti dans un journal célèbre, vous savez, avec des auteurs que vous connaissez particulièrement bien. Alors, bien évidemment, la première impression, ça a été, Kevin Padian en a pas parlé ce matin, c'était bien évidemment Ulrich. Alors, il est ici, Armand est avec Philippe Mortimer dans les sous-sols du Collège de France. Et tout d'un coup, il tombe sur le méchant, mais non, ce n'est pas lui. Et le portrait robot, tout d'un coup, il le trouve. Portrait robot de cette... avec ses collègues, et il trouve le portrait robot de... Et il ne trouve pas le nom encore, mais ce portrait robot est là. Alors, si vous avez des idées, vous pouvez voir Armand tout à l'heure, ce serait quand même important. Et bien évidemment, à ce moment-là, il s'est toujours demandé que faire avec les créationnistes. Alors, il a eu plusieurs choses. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut les mettre derrière les barreaux, mais Armand n'est pas comme ça du tout. La deuxième chose, bien sûr, c'est qu'on peut les néantiser, mais ça, c'est une expérience menée dans les sous-sols du Collège de France également. Mais Armand n'était pas d'accord parce qu'en les néantisant ça, il ne restait même pas un morceau de squelette, alors il n'était pas très content. Alors, une autre manière de voir, c'est les persuader. Et vous avez ici, vous voyez, 3 créationnistes qui viennent d'entendre le cours d'Armand au Collège de France. Et naturellement, mais c'est quand même un long chemin à faire. Alors, la dernière chose qui restait à faire, c'était de retrouver son collègue Milok. C'est un des grands collègues d'Armand. Et bien sûr, dans ce chronoscaphe qui permet de remonter le temps, l'idée, c'était de mettre le créationniste en question dont je vous ai parlé tout à l'heure et de le mettre dedans et de remonter le temps jusqu'à peut-être, vous voyez, l'origine de la vie, voir ce qui en est, et puis le laisser là, bien évidemment, et là, c'est beaucoup moins méchant. Alors, juste pour terminer maintenant, il fallait absolument que je vous démontre qu'Armand, en fait, il parle toujours de savoir si les dinosaures sont à sang chaud, sang froid, etc., comme les os, mais il y est allé. Vous le voyez ici avec Philippe Mortimer, alors qu'il vient de prendre la température rectale d'un platéosaure. Et donc, il sait de quoi il parle. Et je terminerai, bien évidemment, en prenant cette citation que m'a glissée Philippe Mortimer, que tu vois bien que j'ai un peu truqué la citation, Armand, mais bien évidemment, il me faut te dire un tricordaille goodbye. Merci.